Le désert de Gobi en Mongolie. Une véritable fournaise en été, une glacière désolée en hiver. Mais cet endroit austère cache sous ses sables le plus terrible secret de l'histoire de l'évolution. Un incroyable gisement de dinosaures fossiles qui représente le berceau de l'humanité. En 1922, le désert de Gobi livrera son secret à un seul homme, visionnaire et courageux, Roy Chapman Andrews. Les Mongols le considéraient comme un chasseur de dragons. Pour le reste du monde, Roy Chapman Andrews était cet explorateur américain audacieux qui a osé percer les secrets du désert de Gobi. Manhattan au début des années folles. Ville synonyme d'ambition où les aristocrates cherchent le moyen le plus à la mode de placer les millions de dollars dont ils ne savent que faire. Beaucoup d'entre eux choisissent comme bénéficiaire le Muséum américain d'histoire naturelle. Le muséum est alors administré par Henry Fairfield Osborn et possède la plus belle collection de dinosaures fossiles au monde. Ce conservateur et paléontologue de talent a fait de son muséum un chef-d'œuvre en prenant le monde comme toile de fond. Osborn dépêche ses explorateurs vers les destinations les plus exotiques, du pôle Nord aux forêts équatoriales. Les scientifiques qu'il envoie sur le terrain reviennent en véritables superstars. L'un de ses plus brillants protégés n'est autre que Roy Chapman Andrews. Andrews est parti à la recherche des baleines grises et des tigres d'Asie et a effectué des expéditions aux quatre coins du monde pour le compte du très célèbre muséum new-yorkais. Mais Andrews est fasciné plus que tout au monde par cette terre lointaine et inexplorée, la Mongolie. Il en a eu un aperçu durant la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis l'avaient envoyé en Asie comme espion. Son unique désir est de retourner dans cette partie du monde vaste et désolée en tant que scientifique. C'est en 1920 qu'Andrews rencontre le seul Américain qui partage sa fascination pour la Mongolie, Henry Fairfield Osborn. Osborn a émis l'hypothèse que la Mongolie était le berceau des mammifères, le jardin d'Éden de l'évolution. Roy Chapman Andrews souhaite le prouver. Selon Osborn, c'est en Mongolie que les animaux à sang chaud ont succédé aux dinosaures. Les premiers félins, les mammouths, les éléphants. Il croit même que c'est là que sont apparus les premiers hommes. Osborn pense que les animaux préhistoriques ont quitté le plateau hostile de Gobi pour se diriger à l'ouest vers l'Europe et l'Afrique, au sud vers l'Asie et à l'est vers les Amériques. Le prouver reviendrait à résoudre l'un des plus grands mystères de la vie sur Terre. C'est une idée fixe pour Osborn. Andrews sera envoyé en Mongolie. Ce travail s'avérera l'œuvre de toute une vie pour cet explorateur qui, 14 ans plus tôt, n'était encore qu'un jeune passionné venu du Wisconsin, employé comme agent d'entretien par le muséum. La proposition d'Andrews est stupéfiante. Une expédition de 5 ans, coûtant 250 000 $, une somme astronomique que le muséum seul ne peut pas couvrir. Mais Andrews est introduit dans la haute société. Sa femme Yvette est connue. Quant aux relations d'Osborn, elles facilitent la tâche. Ma seule chance, c'est de faire de cette expédition une expédition pour la haute société. La société new-yorkaise suit aveuglément un homme en vue. Si quelqu'un comme M. Morgan donne l'exemple, elle pensera qu'il faut l'imiter pour être à la mode. Le banquier J.P. Morgan est donc la première cible. Chose étonnante, Morgan accepte immédiatement de faire don de 50 000 $, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plusieurs millions.
Pendant 2 ans, la collecte de fonds ne permet pas à Andrews de partir sur le terrain, mais elle fait parler de lui. Personne n'a jamais mené une telle expédition. Ils y allaient tous en chameau. Ils parcouraient au maximum 30 km par jour. Nous allons utiliser des voitures. Nous couvrirons 150 km par jour et, selon mes estimations, nous parcourrons autant en une saison que ce que les expéditions précédentes ont parcouru en 10. C'est pour ça que vous devez foncer maintenant. Parfois, je me donnerais pour grignoter des biscuits, boire du lait et aller me coucher juste après, au lieu de manger du caviar, de la soupe de tortue et du canard rôti. L'esprit d'aventure est dans l'air. 10 000 personnes écrivent à Andrews. Ils veulent se joindre à l'expédition en Mongolie. Cher monsieur Andrews, je vous demande, que dis-je, je vous supplie de me laisser vous accompagner dans votre dangereux périple. Une femme peut-elle organiser une expédition ou en devenir membre? J'ai 30 ans. Si vous me répondez, n'invoquez pas pour refuser le fait que je suis une femme. Si vous avez besoin d'un barbier ou d'un coiffeur pour votre expédition... En 1921, Andrews a réuni les 250 000 $. Cette somme est suffisante pour acheter l'équipement de la plus vaste expédition jamais organisée. Une équipe de chercheurs étudiera la géologie et le climat de la Mongolie. Le but de l'expédition sera de trouver les traces des premiers mammifères et de l'homme préhistorique. L'expédition sera basée à Pékin, l'ancienne capitale impériale de la Chine, aujourd'hui connue sous le nom de Beijing. Pour l'heure, cette ville chaotique connaît la contestation d'impitoyables seigneurs de la guerre. Andrews, homme raffiné, acquiert l'une des résidences les plus élégantes de Pékin. Yvette Andrews accompagnera son mari en Mongolie. Leur fils George sera élevé dans le palais. Le palais avait autrefois appartenu à un prince mandchou qui était si important qu'il avait 31 concubines. Il y avait 161 chambres. Mon père avait trouvé que c'était un bon point de départ. Il a fait construire un laboratoire. Il a beaucoup travaillé pour accélérer les recherches. C'est à partir de Pékin qu'Andrews décide d'emmener son équipe de 26 personnes vers les terres désolées de Mongolie avec un moyen de transport jusque-là inconnu du désert, la voiture. L'expédition disposera d'une armada de voitures. Andrews ne sait pourtant pas si les véhicules supporteront une saison entière dans le désert de Gobi. Des montagnes, des rivières, du sable et des rochers. Voilà le paysage de l'ouest du désert de Gobi. Il n'y a pas de garage au coin de la rue. D'ailleurs, il n'y a pas de coin de rue. « 7600 litres d'essence et de pétrole devront être acheminés à dos de chameau et déposés à des endroits stratégiques tout au long du parcours. Andrews décide de confier cette tâche à un chamelier mongol du nom de Mérin. Mais alors que la caravane pénètre dans le désert, rien ne prouve qu'Andrews reverra l'essence, ou même Mérin. En avril 1922, l'équipe de géologues, zoologues, cartographes et paléontologues s'apprête à travailler sous la houlette du scientifique Walter Granger. C'était le numéro 2 de l'expédition, le paléontologue en chef et le responsable scientifique de l'expédition. C'était un homme extraordinaire, un peu un père pour nous. Un homme extrêmement gentil. Roy et lui s'entendaient très bien. Ils étaient aux antipodes l'un de l'autre et ensemble, ils faisaient du bon boulot.
Andrews engage un cinéaste hollywoodien du nom de J.B. Shackelford pour filmer l'évolution de l'expédition. Andrews aime les fossiles, mais il aime également la publicité. Alors que les chameaux sont déjà partis transportant le carburant et les vivres, les voitures transporteront le matériel scientifique, les tentes, les réchauds et les armes. Ces dernières seront nécessaires pour ramener des spécimens d'animaux et se protéger dans un pays déchiré par la guerre. Le 17 avril, notre première expédition en direction de la Mongolie quitte Pékin. Après des années de préparation, des mois d'efforts et de doutes sont enfin derrière nous. Le travail sur le terrain a enfin commencé. Tout d'abord, les voitures sont acheminées en train depuis Pékin jusqu'au plateau de Mongolie. Au-dessus de nos têtes se dessine un escarpement de basalte couronné par la grande muraille qui s'étire, sinueuse, entre la Chine et la Mongolie. Nos voitures ont gagné le sommet du dernier versant escarpé et ont franchi le passage étroit à travers la muraille. Devant nos yeux s'étend une terre de désert flamboyant, dansant dans un mirage. La Mongolie est une terre de mystère, de paradoxes et de promesses. Un fougueux explorateur américain est en train d'introduire la technologie du XXe siècle dans un pays médiéval. Poussé par ce défi scientifique, Roy Chapman Andrews s'est rendu au bout du monde. Au printemps 1922, le scientifique et aventurier Roy Chapman Andrews mène l'expédition la plus importante jamais entreprise dans le désert de Gobi. L'une des régions les plus désolées et, paraît-il, les plus arides du monde. Dès le premier jour en Mongolie, une boue impraticable contrarie l'expédition. Le premier jour, rien ne va jamais comme on veut. Si seulement on pouvait commencer tout de suite à partir du deuxième. Tous les hommes engagés dans la course étaient trempés jusqu'aux os, couverts de boue, et tremblaient de froid. Pourtant, personne ne se plaignait. Tous plaisantaient en disant que leur premier jour aux confins du désert de Gobi était marqué par la boue et la pluie. Alors qu'ils avancent dans le désert, ils font une découverte macabre. Les ossements de soldats chinois massacrés pendant la guerre qui les opposait aux forces russes, un an auparavant. Leurs manteaux en peau de mouton et leurs pantalons contenaient encore leurs os, dont certains avaient été soigneusement nettoyés par les loups et les corbeaux. Les ossements sont la preuve que les adversaires se livrent une bataille sans merci pour acquérir ce pays stérile. Roy Chapman Andrews et son expédition s'enfoncent au cœur du désert. Voici un Colt de calibre 38, utilisé par la police, que mon père portait lors de ses expéditions. Il ne s'en servait pas seulement pour faire beau, mais pour se défendre. Celui-ci possède 3 encoches. Les personnes que mon père a tuées étaient des bandits qui essayaient de lui barrer la route. Ils lui ont tiré dessus et mon père a riposté. Il en a eu 3. C'était un bon tireur. L'expédition se dirige vers l'est, vers une région éloignée, Iren d'Abassou. Chemin faisant, Walter Granger localise un site qu'il pense fossilifère. Il envoie des hommes pour préparer les fouilles. Andrews établit le camp un peu plus loin. 24 avril 1922, date qu'Andrews n'est pas près d'oublier.
Les géologues sont entrés dans le camp avec fracas. Les yeux de Walter Granger brillaient. Il sortit de sa poche des fragments d'os, dont une dent de titanothère. Il avança sa main. « Roy, nous avons réussi. Il y a un gisement de fossiles. Nous avons ramassé 25 kilos d'os en 1 heure. » Granger a trouvé une dent de titanothère, mammifère disparu dont on avait retrouvé les traces qu'en Amérique du Nord. Voisin du rhinocéros, cet animal mesurait 2,40 m au niveau des épaules. Le lendemain, Walter Granger fait une découverte encore plus étonnante. Granger était occupé à dégager le tibia d'un grand dinosaure. Je vis un énorme os magnifiquement préservé et dont les contours dans la roche étaient nets. Nous avions bel et bien trouvé un gisement de dinosaure. Le titanothère est un mammifère vieux de 38 millions d'années. L'os appartenait au premier dinosaure découvert par des scientifiques dans le désert de Gobi. La découverte d'une dent de titanothère et d'un tibia de dinosaure furent les premiers éléments permettant de corroborer la thèse selon laquelle l'Asie est le berceau de la vie sur Terre. Mais c'est maintenant, juste au moment de cette découverte, qu'Andrews et sa femme doivent se rendre au point de rendez-vous où va se jouer l'existence même de l'expédition. C'est plus au nord que la caravane conduite par Mérine doit fournir le carburant et les vivres tant attendus. Ça fait maintenant 5 semaines que la caravane est partie et la crédibilité d'Andrews en tant qu'organisateur de l'expédition dépend de ce rendez-vous. La confiance que mes hommes ont placée en mon jugement et en ma capacité à les ramener sains et saufs me fait prendre toute la mesure de la responsabilité que j'ai envers eux. La caravane arrive en temps et en heure. La satisfaction est immense pour le responsable de l'expédition. La caravane tout entière est apparue avec son chef arborant le drapeau américain. Elle a majestueusement parcouru la vallée. C'était une vision enivrante, une sensation émouvante. Je pus, pour la toute première fois, me rendre compte que l'expédition était un succès. Ce fut un moment clé dans ma vie. Andrews, son épouse et le cinéaste Shackelford font à présent route vers Urga pour demander au gouvernement mongol l'autorisation de s'enfoncer encore plus loin dans le désert. Ils assistent alors à une magnifique fête bouddhiste que Shackelford filmera. Mais le voyage s'arrête là pour Madame Andrews. Le conservateur du muséum a fait savoir depuis New York qu'Yvette ne devait pas pénétrer davantage dans ce pays déchiré par les guerres. Cher Monsieur Andrews, vous allez prendre de gros risques. Madame Andrews ne doit pas entreprendre ce dangereux périple avec vous. Croyez-moi. Henry Fairfield Osborne. Alors qu'Yvette fait route vers Pékin, Andrews rejoint l'expédition où il apprendra qu'aucune découverte n'a été faite en son absence. Le temps est précieux. Andrews sait que dans ce désert, un froid glacial succède à la chaleur accablante. Près d'un lac aux abords de Tsagan Nord, le découragement ne se fait pas ressentir. Le gibier abonde, les hommes sont heureux et confiants, même les voitures fonctionnent à merveille. L'expédition souhaite ramener avec elle des fossiles, mais également les représentants d'espèces vivantes rares. Le moindre rongeur présente un intérêt scientifique. Le désert regorge d'émiones et d'antilopes.
un petit hérisson devient même la mascotte de Shackelford. Les mammifères vivants pullulent, mais cela fait des semaines qu'aucun fossile de grande taille n'a été trouvé. L'hiver approche, et Andrews craint que son expédition n'ait été qu'un échec très onéreux. C'est alors que Granger et Shackelford découvrent un os partiellement enfoui. Il s'agit d'un os de 90 cm de long appartenant à un grand mammifère du nom de Baluchitherium. Jusqu'alors, on ne connaissait ce mammifère que grâce à quelques minuscules fragments d'os. Le crâne de l'animal était-il loin de là? Andrews se joint aux fouilles. J'ai dévalé le versant escarpé en hurlant. J'avais trouvé un fragment d'os à moitié enfoui dans le sable. Lorsque Shackelford et Wang sont arrivés, j'étais en train de gratter la terre, tel un chien. Nous venions de découvrir le crâne d'un Baluchitherium. Andrews demande à Granger de faire déterrer le reste des ossements. Granger est obligé d'arrêter Andrews qui, dans son excitation, allait faire éclater le crâne en morceaux. C'est la première fois que l'homme peut contempler de visu le plus gros mammifère ayant existé sur Terre. Presque 8 mètres de haut, un rhinocéros mesurant 3 mètres de plus qu'une girafe. Il pèse 33 tonnes, 4 fois le poids d'un éléphant. Il s'agit là d'une découverte spectaculaire, un fantôme vieux de 32 millions d'années. Mais la découverte a lieu à un moment critique. Les journées de canicule et les nuits glaciales ont eu raison de la moitié des réserves de carburant. Le 30 août, Andrews annonce que la première saison de fouilles est terminée et qu'il faut retourner à Pékin. Mais cette région n'est indiquée sur aucune carte. Afin de ne pas gaspiller d'essence, Andrews part en éclaireur pour trouver le chemin du retour et quitter cette région hostile. Pour passer le temps, le cinéaste Shackelford parcourt 1 kilomètre en direction d'un bassin bordé de falaises flamboyantes. Tard dans l'après-midi, il localise un objet sur le sol. Il s'agit d'un fossile qui ne ressemble à aucun autre. Même Granger est déconcerté. En plein milieu de cette étendue déserte, cette falaise de grès rouge est sur le point de révéler le secret qu'elle cache depuis 75 millions d'années. C'est dans cette partie reculée et hostile de Mongolie qu'à la fin de l'été 1922, une équipe de scientifiques américains sous la houlette de Roy Chapman Andrews découvre une falaise regorgeant de fossiles. Mais l'hiver approche à grands pas. Andrews ne laisse qu'une journée à ses hommes pour explorer ce trésor. Ces falaises de grès rouge s'enflamment littéralement au coucher du soleil. Nous les avons donc appelées Flaming Cliff, les falaises enflammées. Andrews quitte cet endroit mystérieux, se jurant de revenir. Nous étions partis vaillants et courageux, conscients que l'expédition était très risquée. Ça aurait pu tourner à la catastrophe, mais nous avions gagné.
Le retour vers la frontière chinoise s'avère long et périlleux. 5 mois d'exploration auront permis à l'expédition envoyée par le Muséum américain d'histoire naturelle de rassembler des tonnes de fossiles. Preuve est faite que la voiture est un moyen de transport fiable pour explorer le désert de Gobi. C'est dans leur palais mandchou qu'Andrews et le paléontologue Walter Granger répertorient les incroyables fruits de leur première saison sur le terrain. Les résultats scientifiques avaient surpassé nos espoirs les plus fous et nous savions que ce n'était là qu'un début. Nous avions trouvé des squelettes entiers de dinosaures, des fragments de dinosaures de plusieurs mètres de haut, des crânes de rhinocéros, des centaines de spécimens. À New York, Henry Fairfield Osborn est ravi de lire les télégrammes d'Andrews. Il a mis la réputation du muséum en jeu et il a gagné. Vous venez d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la vie sur Terre. Andrews supplie tous les paléontologues du muséum de le rejoindre. Le conservateur Osborn fait preuve de prudence en promettant d'envoyer 3 hommes en renfort. À Pékin, Andrews, impétueux héros du corps diplomatique, passe l'hiver à jouer au polo. Mon père était un joueur de polo fier, agressif, voire féroce. Je me souviens d'un joueur anglais de l'équipe adverse interviewé après la partie et qui n'avait pu marquer aucun point. Il a dit « Personne n'en aurait marqué avec ce fouilleur de fossiles chauve toujours en train de vous faire tomber de cheval. Mon père était comme ça. » En avril 1923, l'homme qu'on surnommait le chasseur de dragons prépare sa 2e expédition extraordinaire dans le désert de Gobi. Après avoir difficilement parcouru 880 km, l'expédition atteint le terrain fossilifère qu'elle avait découvert l'année précédente. Les hommes extraient des ossements de dizaines de dinosaures empilés les uns sur les autres. Selon Walter Granger, cette région aride aurait pu autrefois être un lac tropical, un cimetière datant de l'âge des reptiles. La plupart des animaux découverts sont des hadrosaures, dinosaures herbivores à bec de canard de plus de 12 mètres de long que l'on trouve abondamment en Amérique du Nord. Les hadrosaures étaient aussi le repas favori des tyrannosaures. Mais la découverte des hadrosaures n'est qu'un début. Les Américains sont en train de prouver que la Mongolie représente le gisement de dinosaures fossiles le plus riche jamais exploré. Le nombre de reptiles qui pullulaient dans cette région est impressionnant. Ce monde cauchemardesque du passé s'est éteint. Il ne reste aujourd'hui que ces chaînes de montagnes silencieuses et balayées par le vent dans un désert de Gobi, desséché et brûlé par le soleil d'été. Alors qu'ils cherchent toujours davantage de fossiles, les scientifiques sont confrontés aux tempêtes de sable. Le vent soufflait de plus en plus bruyamment. Je compris qu'une terrible tempête de sable était en train de se préparer. La plaine était en proie à des tourbillons de sable et de vent de plus en plus violents. Puis, tout d'un coup, la tempête cessa. Plus le moindre souffle de vent. Le silence était pesant, après tout ce bruit et toute cette violence engendrée par la tempête. Les tempêtes sont soudaines et violentes. La luminosité éblouissante qui règne dans le désert a rendu Andrews presque aveugle. Mi-juin 1923, il arrête de tenir son journal à jour. Ma vue a tellement baissé que je dois m'arrêter de lire et écrire jusqu'à la fin de l'été.
L'étape la plus importante, 650 km plus loin, aux abords des Flaming Cliffs, reste encore à franchir. Pour Andrews et Granger, ces falaises vont permettre de découvrir si oui ou non la Mongolie est bien la plaque tournante de l'évolution animale. L'expédition dans son ensemble ratissera le versant des falaises. Cette fois, ils disposeront pour ce faire d'un mois complet. Chaque membre de l'expédition trouve en l'espace de quelques heures un fossile de valeur, même Andrews, qui pourtant ne voit plus clair. Alors que je marchais au fond du ravin, je vis une pipe à côté d'un rocher. Granger l'avait perdue 1 an auparavant, et bizarrement, il l'avait fait tomber à quelques centimètres du crâne et des mâchoires d'un Protocératops. Le Protocératops était un dinosaure jusqu'alors inconnu que le cinéaste Shackelford avait par hasard découvert l'année précédente dans les falaises flamboyantes. C'était un dinosaure qui ne mesurait que 2,75 m de long, cousin miniature du gigantesque Triceratops d'Amérique du Nord. Vieux de 75 millions d'années, le Protocératops vient s'ajouter aux richesses ensevelies du désert de Gobi. Le lendemain, les Américains font ce que l'on considère comme la plus grande découverte de l'expédition, une couvée d'œufs. Les explorateurs fascinés pensent qu'il s'agit là d'œufs de dinosaures fossilisés. Nous arrivions à peine à en croire nos yeux. Pourtant, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Il s'agissait bien d'œufs, et nous étions sûrs que c'était des œufs de dinosaures. Ce sont les premiers œufs entiers découverts par des scientifiques. Ils viennent confirmer que les dinosaures étaient bel et bien ovipares. Ces indices seront précieux pour connaître le mode de reproduction et d'évolution des dinosaures il y a 75 millions d'années. Cette découverte fera de Roy Chapman Andrews la superstar de la science américaine, s'il réussit à ramener ces hommes sains et saufs du désert de Gobi. Août 1923. Le chamelier Mérine affronte la chaleur étouffante du désert de Gobi pour essayer désespérément de rejoindre l'expédition américaine et l'approvisionner en vivres et en carburant. Cela fait des semaines que les scientifiques, quasiment à court de vivres, attendent au pied des falaises la caravane de chameaux. Mais la caravane ne semble pas venir. Andrews se demande si son fidèle Mérine ne s'est pas perdu en chemin, ou s'il n'a pas été assassiné par des bandits. Andrews et ses hommes ont trouvé tellement de fossiles qu'ils viennent à manquer d'emballage. Maintenant qu'ils n'ont plus de plâtre, ils utilisent de la farine et le tissu se fait également rare. Nous avons tout d'abord déchiré tous les rabats de tente. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux serviettes, aux gants de toilette et enfin à nos vêtements. Tout le monde a donné quelque chose, des chaussettes, des pantalons, des chemises ou même des sous-vêtements. La collection contient un magnifique crâne de dinosaure emballé dans des bandelettes découpées dans mon pyjama. Finalement, Mérine et les chameaux arrivent dans le camp épuisés. La moitié du troupeau n'a pas survécu à la faim et à la fatigue. Les poils des chameaux survivants fournissent la matière idéale pour emballer les fossiles. On prend même le temps de soigner un chameau blessé au sabot. La caravane reprend finalement le chemin du retour, transportant 200 caisses de fossiles.
Après 2 saisons passées sur le terrain, Andrews est persuadé que 5 ans d'exploration ne suffiraient même pas à percer tous les secrets du désert de Gobi. Il décide de rentrer à New York afin de récolter plus d'argent et de jouir de la faveur des gens riches et célèbres qui le considéreront comme le plus grand chasseur de dragons. La découverte des œufs de dinosaures est accueillie comme le plus grand triomphe des explorateurs américains. Cette découverte extraordinaire est la première du genre dans le monde scientifique. De retour à New York, Andrews organise des conférences qui connaissent un réel succès. Il déclare avoir trouvé le jardin d'Éden sur le sol aride de Mongolie. Nous avons clairement démontré que l'Asie centrale est le berceau de la vie animale. C'est sur ce continent que tout a commencé. Pendant ce temps, au Muséum américain d'histoire naturelle, les œufs de dinosaures sont exposés au grand public. New York en raffole. Toute l'Amérique est en proie à la dinomania. Cette passion pour la préhistoire envahit tous les domaines, de la science à la science-fiction. Andrews n'aurait pu choisir meilleur moment pour récolter des fonds pour ses fouilles. Il sillonne le pays et donne 125 conférences en l'espace de 4 mois. Il savait comment s'y prendre pour récolter des fonds. À cette époque, souvenez-vous que nous sommes dans les années 20, il est parvenu à réunir des centaines de milliers de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plusieurs millions. S'il a réussi, c'est parce qu'il connaissait des gens haut placés. Andrews présente au conservateur du muséum, Henry Fairfield Osborn, un plan audacieux. Je suis persuadé que le grand public est prêt à aider l'expédition. Si nous pouvions vendre un des œufs de dinosaures aux enchères pour gonfler les fonds nécessaires à l'expédition, ça ferait beaucoup de publicité. Une fois de plus, Andrews a raison. Les offres affluent des universités, de la presse et des particuliers. C'est le philanthrope Austin Colgate qui fait l'offre la plus intéressante avec 5 000 $. Le coût publicitaire rapporte pratiquement 330 000 $. Malheureusement, à son insu, ces enchères vaudront plus tard à Roy Chapman Andrews d'être chassé de son jardin d'Éden de Mongolie. Henry Fairfield Osborn exige davantage de son explorateur vedette. Andrews devra mettre l'accent sur la recherche d'ossements appartenant aux premiers hommes. La science soulève à nouveau un problème qui intéresse un large public. Dans les années 20, ce qu'on appelle le chaînon manquant entre le singe et l'homme fait l'objet de discussions purement théoriques ou de films hollywoodiens. Personne ne sait à quoi ressemble le chaînon manquant, mais Roy Chapman Andrews se lance à sa recherche. Notre prochaine expédition sera tout spécialement destinée à découvrir l'endroit où habitait le premier homme. Cette découverte mettra fin une fois pour toutes à la controverse concernant l'évolution. En mai 1924, le chercheur de fossiles américain le plus célèbre quitte Manhattan à la recherche d'Adam et Ève dans le désert brûlant et aride de Mongolie. Lorsque Roy Chapman Andrews vient chercher auprès du gouvernement communiste de Mongolie extérieure une autorisation lui permettant une nouvelle expédition, ce dernier s'y oppose. Les autorités ont eu vent qu'à New York, Andrews a vendu un œuf de dinosaure pour la somme de 5 000 $. Elles accusent l'explorateur de détourner des fossiles appartenant à la Mongolie et valant des millions de dollars.
Après 3 semaines de dures négociations, Andrews est autorisé à poursuivre son expédition, mais des agents mongols le suivront. La tension monte. On remplit les véhicules d'armes et de munitions. Les autorités chinoises font savoir à Andrews que des bandits dépouillent et tuent des voyageurs sur le plateau de Mongolie. Mais sa mission est claire, il ne fera pas demi-tour. Alors qu'il fait ses adieux à son épouse, Andrews craint plus que jamais de ne plus la revoir. L'exploration est devenue toute sa vie. Il avait dû prendre une décision. Fonder un foyer et être un bon père de famille, ou être explorateur et organiser des expéditions fructueuses. Mon père et ma mère étant si souvent séparés, leur mariage a commencé à se désagréger pour finalement se dissoudre. Je suis persuadé que ma mère se sentait très seule. L'expédition la plus importante de tous les temps est mise sur pied avec 50 hommes, des cartographes, un émetteur radio et même des tenues officielles. Andrews découvre bientôt que les autorités chinoises lui ont fait croire que des bandits sévissaient dans le désert pour essayer de faire passer des cargaisons d'armes en pays mongol en empruntant les routes qu'il ouvrait. En mai 1925, l'expédition atteint les Flaming Cliffs, découvertes 2 ans plus tôt. Mais cette fois-ci, l'équipe se lance sur les traces de l'homme. Et elle va les trouver. Des silex, des racloirs et des pointes de flèches utilisées par des hommes qui vivaient là il y a 20 000 ans et qu'Andrews baptise habitants des dunes. Un peuple de l'âge de pierre, proche de l'homme de Cro-Magnon européen. Il ne s'agit pas du chaînon manquant, mais preuve est faite que les premiers hommes ont habité dans les plaines de Mongolie. Au début du mois d'août, il est temps de se remettre en route. L'expédition n'ayant pas trouvé d'ossements humains, elle doit chercher des fossiles à l'est. Alors que les jours raccourcissent, Andrews quitte les Flaming Cliffs. Nous avons levé le camp le 2 août, le cœur gros. Cet endroit était de bon augure. Nous n'aurions jamais espéré tant du désert de Gobi. Nous y avons découvert les premiers œufs de dinosaures, une centaine de crânes et de squelettes de dinosaures jusqu'alors inconnus. Et les habitants des dunes, sans doute, ne reverraient jamais ces falaises. Quelques jours plus tard, le gouvernement mongol menace d'expulser l'expédition du pays. Il accuse Andrews de dérober des trésors nationaux et de cacher des espions américains. Confiant et peut-être trop impétueux, Andrews réfute les accusations. Il est pratiquement inutile de nier les accusations de propagande politique et d'espionnage militaire qui pèsent sur nous. Nous sommes des explorateurs, pas des hommes politiques. Sa contestation fonctionne. Alors qu'il emballe ses trésors, Andrews pense déjà à 1926 et à une nouvelle tentative pour trouver le chaînon manquant. Mais la guerre civile en Chine ne lui en donne pas l'occasion. Pékin était une ville malheureuse et misérable, en proie aux émeutes et à la misère. Je me souviens de cette fois où nous roulions dans la ville. Les gendarmes sont sortis d'une boucherie en traînant ce Chinois par la natte. Ils lui ont coupé la tête juste devant la voiture. De là où j'étais assis, il m'a semblé qu'ils utilisaient le pneu avant comme billot.
mais je n'en suis pas bien sûr. Ce jour en particulier m'a fait prendre conscience de ce qui se passait dans la ville. Andrews renvoie son équipe à New York. Il restera à Pékin pour défendre sa résidence contre les maraudeurs. 30 avril 1926. Cher professeur Osborne, le nord de la Chine est en plein chaos. Je n'ai jamais connu de conditions aussi difficiles. Un an plus tard, la situation s'aggrave. 7 juillet 1927. Cher professeur, j'ai emballé tous nos biens. En cas de pillage, je resterai pour défendre la maison. Alors qu'Andrews rêve de retourner sur le terrain, un grand mystère est en train de se résoudre sans lui. À 40 km de sa résidence, d'autres scientifiques découvrent les dents et le crâne du véritable premier homme, l'homme de Pékin. Des centaines de milliers d'années séparent l'homme de Pékin des habitants des dunes de Mongolie. L'homme de Pékin a 800 000 ans. Dans les années 20, il est considéré comme le plus vieil ancêtre de la race humaine. Le fossile trouvé semble corroborer la thèse d'Osborne. L'Asie est le berceau des dinosaures, des mammifères géants et maintenant de l'homme. La découverte de l'homme de Pékin motive Andrews. En 1928 et 1930, Andrews se rend enfin dans le désert de Gobi à la recherche de fossiles encore plus anciens. Il y trouve des mastodontes, d'autres œufs de dinosaures, mais pas d'ossements humains. Le gouvernement chinois finit par se lasser des expéditions provenant de l'étranger. Andrews est expulsé pour de bon. Pendant les 60 années qui vont suivre, aucun scientifique américain n'explorera le désert de Gobi. Roy Chapman Andrews a réalisé son rêve grâce à son courage et à son sens des responsabilités. Dans le désert aride de l'une des régions les plus hostiles au monde, il a donné un nouveau sens au plus grand mystère de tous les temps, l'origine de la vie sur Terre. Un mystère dont la clé est peut-être encore enfouie dans le sable du désert de Gobi. En 1932, Roy Chapman Andrews est de retour dans un pays secoué par la crise. Le Muséum d'histoire naturelle ne peut plus financer de grandes expéditions. Henry Fairfield Osborne, son mentor et mécène, prend sa retraite. Roy Chapman Andrews prend alors la tête du fameux Muséum d'histoire naturelle. La grande aventure est terminée, mais Andrews sait qu'il a découvert l'un des plus importants gisements de fossiles qui servira aux explorateurs à venir. Nous savons aujourd'hui qu'aucun endroit sur Terre n'abritait le véritable jardin d'Éden. Les premiers hommes ont migré d'Afrique vers l'Asie. Les dinosaures et les mammifères ont évolué sur plusieurs continents. Mais on doit beaucoup aux expéditions menées dans les années 20 dans le désert de Gobi. La Mongolie est maintenant connue pour être le gisement de fossiles le plus important au monde. « 75 ans plus tard, la Mongolie exerce toujours la même fascination. Sur les